Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure dans les métaux rares avec une petite explication sur les ressources indispensables à la transition énergétique. Ces matières premières sont donc incontournables pour la transition énergétique. Le silicium, métal, est nécessaire pour fabriquer des panneaux solaires, ça vous le savez. Il faut jusqu'à une tonne de néodyme pour fabriquer des aimants d'une éolienne offshore. Il y a aussi besoin de cuivre, ni rare ni critique, mais un métal éminemment vital pour les transitions énergétiques pour accorder ces éoliennes au réseau. Presque toutes les voitures électriques contiennent du néodyme dans le moteur, ce qui permet de la rendre plus légère qu'avec du cuivre et par conséquent d'améliorer l'autonomie des batteries. À part la Zoé et quelques-unes, toutes les voitures contiennent donc du néodyme. Enfin, les batteries de voitures nécessitent des métaux et des minerais rares, stratégiques ou critiques comme le lithium, le cobalt, le graphite. La transition énergétique sera aussi une transition numérique, les éoliennes ne tournant pas quand il n'y a pas de vent et les panneaux solaires ne produisant pas d'électricité sans soleil. Il faut donc piloter les réseaux avec des réseaux informatisés permettant d'optimiser la rencontre de l'offre et de la demande et d'éviter les pertes d'électricité. Car on ne sait pas bien stocker l'électricité. Le stockage de l'électricité va s'améliorant, mais en attendant, il faut donc un pilotage automatique des réseaux, ce qui demande une puissance de calcul et des outils numériques de pointe. C'est tout l'enjeu des smart networks et des smart cities. À mesure que nous avançons dans la transition, nous avons ainsi de plus en plus besoin d'outils numériques très gourmands en métaux stratégiques, comme le beryllium, le gallium, le germanium, l'indium. Dernier exemple, le graphite. Celui-ci facilite la conductivité de l'électricité, et c'est la raison pour laquelle, même sans le savoir, nous portons tous du graphite sur nous à hauteur d'1 ou 2 grammes dans la batterie de notre téléphone, et c'est la raison pour laquelle des voitures électriques en ont plusieurs kilos dans leur batterie. Alors c'est des coûts environnementaux et stratégiques très importants pour ces énergies vertes. Les conséquences environnementales et sanitaires de l'extraction de ces matières premières critiques sont désastreuses. J'en donne à voir plusieurs exemples dans un documentaire que j'ai pu voir récemment sur Arte. Dans le Heilongjiang, au nord de la Chine, où l'on extrait une grande partie du graphite mondial, d'où 69% viennent de Chine, les rebuts de l'industrie du raffinage du graphite sont rejetés directement dans les campagnes aux alentours. La poussière de graphite fait qu'on doit se protéger le visage pour ne pas le respirer et éviter toutes sortes de maladies, la silicose notamment. À quelques milliers de kilomètres de là, à Baotou, en Mongolie intérieure, ce sont les usines de raffinage de terres rares qui non seulement consomment beaucoup d'eau, mais déversent leurs rebuts dans un lac de rejets artificiels dont on dit, mais je précise que je n'ai pas pu le vérifier, qu'il n'est pas imperméabilisé et donc contamine la nappe phréatique du fleuve Jaune à proximité. Les villageois sont partis, les terres sont devenues infertiles, et ils sont victimes de la maladie des eaux de verre. Un officiel, le vice-secrétaire de la Société chinoise des terres rares, en parle même face caméra de cancer et de radioactivité. Je ne sais d'ailleurs pas comment il a osé et j'espère qu'il ne lui est rien arrivé depuis le film qui a été diffusé sur Arte. Une industrielle chinoise n'a un jour résumé la situation en disant que la Chine a sacrifié son environnement afin d'extraire des terres rares pour le reste de la planète. C'était il y a 10 ans et j'ai pu le voir dans cette vidéo 10 ans plus tard. La situation n'a pas changé. Une solution serait naturellement de recycler les terres rares. Toutefois, comme le montre le graphique que je vous mets dans la vidéo, on voit que si certains métaux stratégiques comme le vanadium ou le tungstène peuvent être recyclés correctement, le graphite et les terres rares ne le sont quasiment pas. Alors, il est en effet compliqué de recycler des aimants de la taille d'un ongle qui ne font même pas 1 gramme, mais qui contiennent du néodyme, du fer et du bore. Séparer le fer, le néodyme et le bore dans ces conditions
n'est pas possible, ça coûte trop cher. Le résultat est qu'on préfère retourner à la mine que de se servir chez les recycleurs. Autrement dit, l'industrie des terres rares est une industrie où paradoxalement l'occasion vaut plus cher que le neuf, où la matière secondaire vaut plus cher que la matière primaire. Tant qu'on n'améliorera pas les procédés de recyclage, tant que le recyclage ne sera pas compétitif par rapport à la mine, personne ne sera motivé pour recycler ces matières premières et les réutiliser. Alors quels sont les paradoxes de cette stratégie de transition énergétique ? Ces constats corroborés par ce que j'ai vu et entendu m'amènent à énoncer un certain nombre de paradoxes concernant la transition énergétique. Tout d'abord, un monde bas carbone ne sera pas un monde bas ressources. Il est très positif que nous diminuions notre consommation de pétrole et de charbon et que nous diminuions nos émissions de dioxyde de carbone. Mais remplacer les hydrocarbures par des panneaux solaires ne signifie pas pour autant un monde bas ressources. Il va falloir plus de matériaux critiques, stratégiques, rares ou abondants pour accompagner les nouvelles technologies de l'énergie. Autre paradoxe, les technologies propres nécessitent des métaux sales. Certes, quand on utilise ces technologies, quand on roule en voiture électrique, on n'émet pas de CO2, mais il faut considérer l'ensemble du cycle de vie d'une technologie pour évaluer son impact, depuis la mine jusqu'à la décharge. Or, force est de constater que les matériaux nécessaires aux énergies vertes polluent en amont et même en aval, parce que même le recyclage, si tant est qu'il y en avait, est polluant. On n'a pas spontanément conscience de cela, car on ne le voit pas, les mines sont loin, et on a ainsi l'illusion du propre, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de pollution. C'est bien entendu une bonne nouvelle que nous puissions dépolluer les centres-villes grâce aux voitures électriques. Cela permet de traiter localement des problèmes de pollution dans des agglomérations surpeuplées, alors que 50% de la planète, 70% en 2050, occupent 2% du globe. Mais la pollution n'est pas supprimée pour autant, elle est déportée, nous délocalisons la part de la pollution des énergies vertes. Et n'y a-t-il pas une autre solution que les voitures électriques, les voitures à hydrogène mais sans pile à combustible, avec comme moteur thermique simplement, ou bien encore les moteurs à air comprimé. Un troisième paradoxe est que cette énergie verte, qui est moins d'une économie circulaire, car les énergies vertes sont faites de matériaux complexes avec des alliages nouveaux, et il est donc plus difficile de les réinjecter dans le circuit économique après usage. Enfin, la transition énergétique nous fait aussi perdre notre souveraineté écologique, car si l'essentiel de la pollution d'une technologie verte vient de l'extraction du minerai et de la fabrication de produits finis, et que nous dépendons de l'extérieur pour celle-ci, alors nos performances environnementales nous échappent et sont indexées sur les performances environnementales de ceux que nous dépendons. Dans les faits, puisque tous les panneaux solaires viennent maintenant de Chine, nous dépendons du bon vouloir de Pékin quand il s'agit de verdir leur production. Cette situation est le résultat de choix qui ont été faits dans les années 1980 et 1990. Il y avait à cette époque une filière de production de terres rares en Australie et une de raffinage en France, à La Rochelle, par Ron Poulenc, devenu depuis Rhodia, puis Solvay. Nous raffinions ainsi, jusque dans les années 90, 50% des terres rares de la planète. Cette activité engendrait de la pollution. De la même façon, aux États-Unis, Molycorp, qui extrayait des terres rares de la mine de Mountain Pass, avait de sérieux problèmes avec les autorités fédérales en raison de la pollution. Cette pollution est notamment due à la présence d'émissions radioactives, les terres rares étant associées au thorium et à l'uranium. Cette radioactivité est très faible et il n'y a jamais eu un mort. Il ne s'agit pas de déchets durant plusieurs milliers d'années. Néanmoins, à La Rochelle, Ron Poulenc n'a finalement gardé que la partie la plus en aval du raffinage, très minime, le reste se faisant en Chine.
Autrement dit, nous avons délocalisé la pollution, nous avons organisé le monde entre ceux qui se salissent pour produire les minerais et ceux qui rachètent les minerais propres pour les mettre dans leur technologie tout en se disant propres. La logique qui préside à la production des énergies vertes n'est ainsi pas vraiment différente de celle qui dirige la production de n'importe quelle autre technologie. Les mêmes processus industriels sont à l'œuvre, les mêmes logiques de délocalisation, de sous-traitance, d'absence de stock, de leaning, les mêmes marges financières. Les énergies vertes ne nous prémunissent donc pas, par nature, des mêmes paradoxes et des mêmes problèmes que rencontrent les autres technologies. Alors, au niveau des terres rares, c'est des ressources en tension, et nous l'avons vu, particulièrement avec l'Ukraine et la réunion dans le bureau ovale de Trump. Une grande partie des problèmes qui viennent d'être soulevés tiennent au fait que la Chine domine très largement le marché des terres rares et que Trump veut absolument être souverain là-dessus sans, bien entendu, exposer son pays à des pollutions supplémentaires déjà très présentes par l'utilisation du gaz de schiste. 30 à 40% des gisements se situent en Chine, qui s'est appuyé sur cet avantage naturel pour capter très largement la production des métaux rares, critiques et stratégiques. En plus de ces avantages naturels, la Chine a en effet accueilli dans les années 80-90 l'ensemble de l'extraction de la production de minerais dont les pays occidentaux voulaient à ce moment se débarrasser pour des raisons de pollution, de sous-traitance de l'industrie et de recherche du moindre coût. Cela pouvait paraître une bonne affaire puisque la Chine prenait sur elle les conséquences environnementales et pouvait produire à moindre coût grâce au dumping social, environnemental et sanitaire non intégré dans les coûts. Nous en voyons désormais les conséquences, de même que les Chinois qui commencent à mesurer les dégâts de cette politique sur leur environnement. En conséquence, cette logique de spécialisation minière induit un fort déséquilibre de la production de ces matières critiques, comme le montre la carte que je vous ai mis, bien entendu, dans la vidéo. Alors, on constatera sur cette carte la quasi-absence de l'Union européenne, si ce n'est la France et l'Espagne pour le hafnium et le strontium. L'Europe représente 3% de la production minière mondiale, alors que nous consommons 25% des métaux produits dans le monde. La différence doit donc être trouvée quelque part, c'est-à-dire pour la très grande majorité en Chine. Or, celle-ci, à partir des années 2000, afin de développer ses propres filières et marquer sa puissance, a commencé à diminuer ses ventes de métaux critiques en disant qu'elle en avait besoin pour sa propre industrie. Les nations développées se sont alors trouvées devant le choix suivant, faire tourner leurs usines au ralenti ou installer leurs usines et leurs laboratoires en Chine par l'intermédiaire de co-entreprises avec à terme des transferts de technologie. L'opération présentait par ailleurs l'intérêt de pouvoir accéder au gigantesque marché intérieur chinois. Les Chinois ont alors très vite appris ce que nous avons peut-être sous-estimé. Ils font désormais de l'innovation endogène et plus exogène, développent leurs propres brevets et produisent 30% des éoliennes, 70% des panneaux solaires dans le monde. La guerre commerciale sino-américaine peut être analysée à l'aune de ces matières premières. Elle émerge à la suite d'une formidable stratégie agencée par la Chine qui, sur 30 ans, a organisé une montée de la chaîne de valeur de façon à ne plus vendre de métal à 3 € le kilo, mais des voitures électriques à 20 000. C'est pour cela qu'une guerre commerciale a été déclenchée par Trump, voyant que la Chine taille des croupières aux États-Unis et que la balance commerciale leur est de plus en plus défavorable. Il a ainsi demandé dès son arrivée à la Maison-Blanche une revue de toutes les matières premières stratégiques, notamment les terres rares, vitales pour la défense américaine. Un F-35 nécessite par exemple 400 kg de terres rares. Sous cet angle, l'administration Biden ne se démarque pas de celle de Trump. À peine arrivé au pouvoir, Biden a également demandé une revue stratégique des approvisionnements en terres rares en vue de développer d'autres sources d'approvisionnement, notamment en Australie pour ces matières premières qui conditionnent une partie de la sécurité nationale américaine.
Trump, à son retour, a fait de même, et là, il a essayé de faire mainmise sur le Groenland et ensuite sur la totalité des terres rares de l'Ukraine. Les terres rares sont donc un enjeu géopolitique majeur qui se cristallise à mesure que la Chine menace de ne plus exporter les siennes. La question est d'autant plus sensible que notre demande de métaux rares va croître considérablement. Pour les seuls besoins de la voiture électrique, il faudra 14 fois plus de nickel et d'aluminium en 2030 par rapport à 2019, 13 fois plus de phosphore et de fer, 10 fois plus de cuivre et de graphite, 9 fois plus de lithium. Il faut bien comprendre que l'industrie de la voiture électrique consommera X fois plus et non pas l'ensemble de la planète. De même, l'OCDE, dans une étude de 2019, nous rappelle qu'au rythme de progression actuel, nos besoins en métaux seront 2,5 fois plus élevés en 2060 par rapport à 2011. Tous ces métaux, bien entendu, ne seront pas affectés à la transition énergétique. On n'a pas attendu la transition énergétique pour extraire du cuivre, mais il est important de souligner que celle-ci ne freinera pas l'extractivisme, elle l'accélère. Olivier Vidal, de l'Université de Grenoble, a ainsi montré qu'entre 2015 et 2050, l'humanité consommera autant de métaux qu'elle en a consommé depuis que l'homme est homme, depuis 60 000 ans. La question se pose alors inévitablement, va-t-on manquer de métaux rares et quels sont les risques de pénurie? Et c'est pour cela que les États-Unis ont capté un astéroïde pour le mettre sous gravité autour de la Lune et de façon à pouvoir essayer d'extraire des métaux rares à l'intérieur pour pouvoir faire des norias entre cet astéroïde proche de la Lune et puis notre planète. Il y a aussi, bien entendu, l'extraction de plusieurs minerais sur la Lune, et tout particulièrement les Chinois, avec l'hélium 3, qui est beaucoup plus facile pour réaliser des fusions nucléaires sur la face cachée de la Lune. Alors, vous avez un petit histogramme sur la durée de vie des réserves rentables en année d'exploitation, et vous voyez que ce n'est pas terrible. Par exemple, l'antimoine, au rythme actuel de production, 12 ans. L'étain, 17 ans. Le plomb, 18 ans. L'or, 18 ans. Le zinc, 18 ans. Le strontium, 19 ans. L'argent, 21 ans. Le nickel, 35 ans. Le tungstène, 36 ans. Le bismuth, 36 ans. Le cuivre, 37 ans. Le bore, 40 ans. Le bauxite, 107 ans. La potasse, 110 ans. L'ilménite, 131 ans. Le platénoïde, 176 ans, le graphite, 208 ans, l'iode, 237 ans, le vanadium, 250 ans, le phosphate, 261 ans, le magnésium, 307 ans, et le lithium, 400 ans. Mais si on accroît la demande de 10% pendant 10 ans, c'est encore plus catastrophique, puisque l'antimoine s'est terminé dans 4 ans pour toute la planète. L'étain dans 6 ans, le plomb dans 7 ans, l'or dans 7 ans, le zinc dans 7 ans, le strontium dans 7 ans, l'argent dans 8 ans, le nickel dans 13 ans, le tungstène dans 14 ans, le bismuth dans 14 ans, le cuivre dans 14 ans, le bore dans 16 ans, le bauxite dans 41 ans, la potasse dans 43 ans, l'ilménite dans 51 ans, le platénoïde dans 68 ans, le graphite dans 80 ans, l'iode dans 92 ans, le vanadium dans 96 ans, les phosphates dans 100 ans, les magnésiums dans 118 ans et le lithium dans 150 ans. Donc c'est vraiment demain. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle peut-être les industriels reviennent au gasoil? Alors c'est peut-être aussi le fait que les consommateurs n'achètent pas de voitures électriques parce qu'elles sont beaucoup trop chères et que leur autonomie n'est pas suffisante, mais aussi que le temps de charge est très long. Et puis le nombre, bien entendu, de stations avec de l'électrique est vraiment ridicule en France. À côté de ça, donc il y a d'autres technologies, comme je vous l'ai dit, par exemple l'utilisation de l'hydrogène avec des moteurs à combustion
Pourquoi ne nous lançons pas là-dedans? On utilisera beaucoup moins de terres rares et avec les gisements d'hydrogène blanc et aussi en France, mais qu'on pourrait exploiter, et aussi bien entendu la production d'hydrogène rose à partir du nucléaire. Alors les chiffres semblent particulièrement inquiétants, hein, plus d'antimoine dans 12 ans, d'étain dans 17 ans et d'or et de plomb dans 18 ans. Il faut cependant nuancer ce mauvais tableau que je vous ai présenté. Après tout, cela fait 40 ans qu'il n'y a plus de pétrole et que c'était déjà le cas il y a 40 ans. Alors, il en va de même pour les métaux, hein. Si cela se trouve, les chiffres seront les mêmes dans quelques années parce qu'on aura repoussé les limites de l'extraction. Car si notre consommation augmente, la technologie évolue également, et pas un jour ne se passe sans qu'on découvre un nouveau gisement, et notamment des nodules polymétalliques sous les eaux à partir du rift qui se sont créés. Il y aura toujours 1 gramme de métal à aller chercher quelque part. La question n'est donc pas tant de savoir s'il y aura pénurie sur le plan géologique. La vraie question est de savoir quel est le coût pour aller chercher des nodules polymétalliques au fond du Pacifique à 6 km de profondeur, à quel coût énergétique, économique, écologique aussi, parce que les gisements les plus accessibles étant déjà exploités, il faut creuser plus profondément avec un impact accru sur l'environnement. Coût écologique et donc coût social, coût politique. De fabuleux gisements sont ainsi inexploités pour ces raisons. Après des années de lutte judiciaire acharnée, les Diaguidas ont obtenu que la justice interdise à Barrick Gold d'ouvrir la mine de Pascua Lama, à cheval entre le Chili et l'Argentine. De même, la justice s'est opposée à l'ouverture de la mine de Pebble en Alaska, qui aurait été située juste à côté d'un fleuve à saumon et d'un fameux réservoir de biodiversité. Il faut insister sur ce point, les limites ne sont pas géologiques, mais sociales et politiques. De même que nous essayons de nous débarrasser du charbon et du pétrole de façon à basculer à l'âge vert, non pour la raison qu'il en aurait plus, mais parce que nous pensons qu'ils apportent plus de maux que de bienfaits. Je pense que dans quelques années, quelques décennies, nous prendrons conscience du coût réel de ces métaux, notamment de leur coût écologique, et que nous voudrons nous passer de la transition énergétique des technologies vertes. En ce sens, la transition énergétique, à mon avis, est une transition transitoire, et la plus courte serait la mieux. On verra quand nous aurons mis les voitures électriques partout et qu'on pourra évaluer alors que cela nous coûte réellement et que ce n'est pas la bonne solution. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.